Votre œuvre n'est jamais finie. Quand s'arrêter de retoucher? Le perfectionnisme détruit vos œuvres. Le mot fini, vous ne connaissez pas. On va donc voir pourquoi vous ne terminez jamais vos œuvres, que ce soit des œuvres littéraires ou des œuvres d'art, peinture, etc. Et vous allez voir, je vais un petit peu vous secouer. Salut, je m'appelle Pascal, je suis un artiste, un peintre, scénariste de BD, auteur également, et formateur. Et dans cette chaîne YouTube, je m'efforce simplement à donner des petits tips, des petits hacks pour les artistes qui sont amateurs, qui débutent ou qui viennent se perfectionner. Je leur fais part simplement de ma modeste expérience que je vois sur le terrain. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez important, c'est comment savoir si son œuvre est terminée, quand s'arrêter. Donc vous voyez, ici, on est dans quand s'arrêter de retoucher. Il va y avoir 6 étapes hyper importantes, on va en parler. Et il y a une question à un moment ou à un autre que se posent tous les auteurs. C'est une question qui paraît simple en apparence, mais qui peut devenir quelque part une source d'angoisse, qui peuvent être même une réelle paralysie, en fait, si vous voulez, et peut-être même parfois d'abandon. C'est la question, est-ce que c'est terminé? Est-ce que votre toile est terminée? Vous avez peint, vous avez retouché, vous avez ajusté, vous avez corrigé, et vous reculez derrière de 3 4 pas et vous vous dites, ah, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous dit que ce n'est pas encore là. Alors vous allez retoucher, puis vous allez regarder à nouveau, et vous allez avoir un doute. Et le doute, il ne va pas arrêter de revenir. Ou alors, tout simplement, hein, vous êtes en train d'écrire une histoire, votre histoire à l'avance, vos personnages y prennent vie, et à chaque fois, en fait, eh ben, vous relisez le chapitre, vous avez envie de tout réécrire, et vous n'envoyez du coup bah, jamais, quelque part, votre manuscrit, que ce soit à un éditeur ou à un lecteur bêta, peu importe. Hein. Donc, en gros, vous postez jamais votre histoire, soit en ligne ou ailleurs, et vous recommencez ou ce chapitre, il n'est pas bien écrit, etc. Là, vous avez l'impression que ce n'est pas encore prêt. Alors, ce phénomène, évidemment, il a un nom dans le monde créatif et il touche autant les débutants que les artistes confirmés. Il ne vient pas forcément d'un manque de talent, il ne vient pas d'un travail insuffisant, il vient d'un endroit qui est beaucoup plus profond. C'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est là, je vais essayer de vous bouger un petit peu. Parce que ne pas savoir quand s'arrêter, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de relation à votre propre création. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit truc de partage d'écran. On va voir si ça fonctionne. Vous me dites dans les commentaires si c'est bien comme ça. Euh, Pourquoi le perfectionnisme? Alors, le perfectionnisme, c'est pas une qualité, je vous assure. On a tous appris à voir le perfectionnisme comme une vertu. Alors ouais, moi je suis perfectionniste, etc., etc. C'est même devenu quelque part une réponse classique aux entretiens d'embauche. Euh, Ça peut même être aujourd'hui présenté comme un défaut, d'accord? Plus souvent c'est ah ben je suis perfectionniste, alors c'est un défaut, mais en même temps ça en est pas un, etc. Non, bullshit. Le perfectionniste ça fait chier. Qu'on soit bien d'accord. En fait, vous savez, il y a 5 drivers dans la vie. Si vous me suivez sur mes différents médias, je parle notamment dans mon podcast de OBT, donc qui est la gestion du temps et l'organisation. On parle des 5 drivers et le perfectionniste, être perfectionniste, soit parfait, fait partie des drivers qui nous pourrissent la vie, pour lesquels on est conditionné depuis l'enfance. Et dans le monde artistique, dans cette création artistique, c'est une idée qui est particulièrement dangereuse parce que le perfectionnisme, quand il s'applique à une œuvre, il ne recherche pas à la rendre meilleure. Il cherche tout simplement à la rendre invulnérable. Il cherche en fait à vous protéger du regard des autres, du jugement et de la possibilité du coup d'être critiqué. Et tant que l'œuvre n'est pas terminée, vous n'avez pas à l'exposer. Et donc c'est positif pour vous, c'est-à-dire que vous restez dans ce confort-là en disant, OK, il n'y a personne qui va me dire si c'est bien ou si c'est mal, et surtout si c'est mal. Parce que tant que vous ne l'exposez pas, personne ne peut vous le dire. Vous voyez, c'est exactement comme un joueur de tennis, par exemple, qui est hyper talentueux. On va lui dire, ouais, tu as du talent, tu es fort, etc. Et il ne va pas vouloir aller euh, faire des matchs contre des plus grands que lui, des plus forts que lui peut-être. Parce qu'il se dit, si je perds ce match-là, ça veut dire que peut-être que j'ai pas autant de talent que ça. Et on retrouve exactement ça dans l'artistique, si vous voulez, dans le domaine artistique. C'est un mécanisme de protection qui est inconscient, très souvent, et qui est très efficace. Ça vous protège beaucoup, beaucoup.
Mais le résultat, c'est quoi? C'est que vous avez des toiles ou des œuvres qui vont s'accumuler dans votre atelier, qui vont jamais être montrées. Vous allez avoir des fichiers, des chapitres qui vont s'entasser sans jamais être envoyés, sans jamais être montrés. Et c'est dommage, parce que c'est des projets qui restent presque finis pendant des mois, pendant des années, voire même jusqu'à la mort. Et vous savez, des projets, j'en ai plein les tiroirs, moi, j'en ai plein qui ne sont pas encore sortis, pas parce qu'ils ne sont pas parfaits, c'est parce que je n'ai pas forcément le temps de tout faire. Mais il y a un point d'honneur que je me suis dit en tant qu'artiste, c'est je sors dès que je le sens. Mais dès que je le sens ou dès que j'ai terminé, c'est-à-dire que j'attends pas que ce soit parfait, j'attends pas l'aval de quelqu'un, j'attends pas qu'on me dise c'est bien ou c'est pas bien. Et le week-end dernier, je participais à une cousinade et je parlais justement euh, avec une artiste qui était architecte aussi. Elle me dit, mais tu as la chance de pouvoir, toi, oser sortir les choses, oser faire les trucs sans avoir peur du jugement. Et c'est vrai que, honnêtement, moi, le regard extérieur, je m'en fous totalement. Je l'anticipe, évidemment, mais je m'en fous. C'est-à-dire que je me rappelle une fois, quand je sortais mes premiers tableaux, je montre, il y a des gens qui passent que je connaissais, et je les sens pas forcément emballés. Toi, ils me disent, ah ouais, c'est particulier. Ok, en gros, c'est particulier, se dire on n'aime pas. On essaie de pas te blesser. Et je lui dis, cache, mais dis-le moi si t'aimes pas. En fait, je m'en fous. Si toi t'aimes pas, il y en a d'autres qui aimeront. C'est pas un problème en fait. Donc vous voyez, il y a ce regard extérieur que vous allez anticiper. C'est une raison fondamentale. C'est cette anticipation du jugement. Quand vous regardez votre toile, votre texte, peu importe, vous les, même vos photos, hein, c'est valable aussi pour ceux qui font des photos. Vous ne les voyez pas tels qu'ils sont en fait. Vous les voyez à travers les yeux imaginaires d'un spectateur hypothétique. Et souvent, en plus, vous le voyez plus sévère. Euh, parce qu'on se juge toujours plus sévèrement. Donc, vous imaginez ce que les autres vont penser. Vous entendez les critiques avant même qu'elles soient formulées. Et pour les éviter, ben, vous retouchez encore et encore et encore. Ou alors, vous reformulez, vous réécrivez vos chapitres, vos machins. Et vous ajoutez une couche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parfois, vous enlevez tout. Parfois, vous recommencez. Ah non, ben, ça va pas. On arrête ça. Ça, c'est n'importe quoi. Okay. Euh, à partir du moment où vous allez être artiste, il va y avoir du jugement. Mais en vrai, on s'en fout que les gens, ils aiment pas. Ce qui compte, c'est que vous allez forcément toucher des gens. Donc, concentrez-vous là-dessus. Le mec, il aime pas, c'est pas grave, c'est pas votre cible. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a ce que terminer veut dire. C'est la confusion entre terminé et parfait. Il y a une erreur de définition qui est au cœur du problème. Il y a beaucoup d'artistes et d'auteurs qui confondent terminé et parfait. Ils pensent qu'une œuvre, elle est terminée quand elle ne peut plus être améliorée. C'est de la connerie à nouveau. Pourquoi on dit ça? Parce que ça nous semble inattaquable. Parce qu'il n'y a plus rien à redire. Non, cette définition, elle est impossible à atteindre par nature, si vous voulez. Toute œuvre peut toujours être retravaillée, évidemment, modifiée, améliorée, d'une façon ou d'une autre, on est d'accord. Mais le travail créatif n'a pas de limite, on va dire, de limite objective supérieure. On peut toujours faire mieux. Donc, si votre critère pour terminer, c'est la perfection, vous ne terminerez jamais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et là, je vais vous parler du problème spécifique à la peinture abstraite et spécifique à l'écriture. On pourrait même rajouter à la photo. Le problème spécifique à la peinture abstraite. En peinture abstraite, et j'ai envie de dire en peinture en général, moi je vais parler de l'abstrait parce que c'est ce que je connais le mieux, mais ce phénomène, c'est particulièrement intense pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de référent externe dans l'abstrait. Quand vous allez peindre un portrait, il y a un critère objectif minimal, si vous voulez. Même si c'est imparfait, il y a quelque chose qui va ressembler à la personne. Est-ce que ça va lui ressembler ou pas du tout? Est-ce que c'est totalement dégueulasse? Quand vous peignez un paysage, c'est la même chose. Il y a une réalité pour laquelle vous pouvez vous référer. En abstrait, vous êtes entièrement livré à vous-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais au sens technique du terme. Évidemment, attention, dans l'abstrait, c'est pas du gribbage, on ne fait pas n'importe quoi. Dans l'abstrait, il y a également une composition, il y a un équilibre des masses aussi à trouver, un équilibre au niveau de la couleur. Là-dessus, on est d'accord. Mais on n'a pas de référence. C'est compliqué quand même de dire OK, ça ressemble à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il y a ce que vous ressentez face à la toile en tant que peintre abstrait. Il y a ce ressenti lui-même qui est instable en fonction des jours. Il est changeant aussi selon les heures, les humeurs. Et du coup, il y a ce sentiment de c'est terminé. Il doit venir entièrement de l'intérieur. Si vous n'avez pas encore développé cette boussole intérieure, j'appelle ça la boussole intérieure, et ben, du coup, chaque toile, ça peut devenir, j'ai envie de dire, un puits sans fond, en fait. Et ça va être terrible parce que vous n'allez jamais pouvoir euh, déjà prendre confiance en vous, estimer que vos œuvres sont terminées, et c'est terrible. Et moi, ce que je vous donne aussi là-dessus comme conseil, on verra aussi, j'ai des conseils que je vous donnerai tout à l'heure, c'est que quand j'estime que la toile est terminée, en tout cas qu'elle ressemble à ce que je voulais qu'elle ressemble, je la laisse sécher évidemment une bonne semaine. J'y reviens pas dessus, hein. Je la laisse sécher une semaine et derrière, je vais appliquer tout de suite le vernis. Comme ça me met un frein si à un moment donné, je veux la refaire, si je veux venir la compléter, etc. C'est un petit tip que vous pouvez éventuellement utiliser. Maintenant, le problème lié à l'écriture, spécifique à l'écriture. En écriture, la difficulté, elle est un petit peu différente, mais elle est également réelle. En fait, un texte, ça peut toujours être reformulé. Une phrase, elle peut toujours être plus précise, plus belle, plus juste, etc. Un chapitre, il peut aussi être toujours mieux restructuré. Et contrairement à une toile, vous pouvez modifier, j'ai envie de dire, un texte à l'infini, surtout si vous travaillez sur le numérique, sans trace visible de vos retours en fait successifs, enfin, de vos retouches successives. Ce qui crée du coup aussi une illusion qui est un peu dangereuse, c'est que il suffit de continuer à corriger pour finalement atteindre la version dite idéale. Alors on va relire, on va reformuler, on va déplacer des paragraphes, on va changer les mots et en fait on va ne jamais montrer. Et il y a aussi pour les auteurs la question de la cohérence globale. Il y a une toile qui peut être regardée en quelques secondes. Un roman, ça demande évidemment des heures et pendant toute la durée de la lecture, il y a des dizaines de choses qui peuvent ne pas fonctionner dans votre histoire, par exemple. Et la peur de ces incohérences futures, eh ben, ça paralyse très souvent l'auteur bien avant que son lecteur ne les atteigne. Et vous savez, moi, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Mortal Coaching. Je l'ai coécrit avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Bruno Meuret. Et donc, il est ce côté aussi, lui, très perfectionniste là-dessus. Moi, beaucoup moins. Et en même temps, on avait tellement de choses à dire qu'on aurait pu faire un livre de 1000 pages. Alors, il fait déjà 440 pages, je crois. Et on s'est arrêté, on a pris le nectar, etc. On a essayé d'être alignés tous les deux entre lui, son perfectionnisme, moi qui on est un peu plus rien à faire. Je me dis, bon, c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas très parfait. On s'en fout, l'essentiel, c'est que ça parle aux gens. Il a plutôt bien fonctionné. Là, on a la recherche aussi d'un éditeur pour le rééditer, en fait. Euh, et donc, c'est pareil quand je fais un scénario de BD. Le scénario, je le fais quand je sens que ça marche bien, qu'il y a tous les axes, tous les actes, les histoires, tout se regroupe, etc. Je le laisse tel quel. Évidemment, je vais peut-être le retoucher à petite touche, à petite dose, pardon, mais globalement, il sera terminé. Et à un moment donné, je me mets une deadline pour dire, OK, là, il est terminé. Et je ne le retouche plus. Alors, comment décider de finir? Qu'est-ce que terminer, ça signifie vraiment? Une œuvre n'est jamais finie, euh, elle est quelque part abandonnée. Et cette phrase, c'est Paul Valéry. En tout cas, elle est attribuée à Paul Valéry. Quelque part, pour moi, elle est libératrice. Elle dit quelque chose d'essentiel qui dit la fin d'une œuvre n'est pas un état objectif, ok, de la création, c'est une décision tout simplement. Vous décidez que c'est terminé. Pas parce que vous avez atteint la perfection, mais parce que vous avez atteint en fait le moment où continuer n'améliorerait pas vraiment l'œuvre, mais ne ferait que satisfaire du coup votre anxiété. Et ça, c'est une nuance qui pour moi est importante parce que retoucher une toile pour lui donner plus de profondeur ou d'équilibre, c'est un travail qui est créatif. Et retoucher une toile parce que vous avez peur de la montrer, c'est pour moi de la procrastination déguisée. Je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. Ce qui est vrai, en tout cas, moi, ce que j'ai réussi à intégrer, c'est que quand je termine une œuvre, que ce soit une histoire, une BD, un livre, un roman, une peinture, je décide qu'elle ne m'appartient plus, donc je l'abandonne. Et elle appartient ensuite, sa vie appartient aux autres.
Sa vie, en fait, est entre les mains des autres. Après, il y a cette notion de suffisamment bien. Alors, c'est un concept qui a été popularisé par un psychologue, par un pédiatre, on va dire plutôt psychanalyste, qui s'appelle Donald Winnicott. Et on peut l'appliquer directement au travail créatif, évidemment. Ce concept de suffisamment bien, suffisamment bon. Winnicott, lui, il parlait de parentalité, c'est-à-dire que un parent suffisamment bon n'est pas parfait. Il fait des erreurs, mais il est présent, il est attentif, il répond aux besoins fondamentaux de l'enfant. Okay, et c'est suffisant, quelque part, pour permettre à l'enfant de grandir sainement. Et moi, je suis parent d'enfants de 16 et 14 ans. Évidemment, on ne m'a pas appris à être parent. Okay, ça ne s'apprend pas, on apprend aussi un peu sur le tas, on prend l'expérience des uns des autres, tout le monde a son avis dessus, mais on n'apprend pas. Donc, si on est suffisamment bon, on se démerde quand même bien. Eh bien, en fait, une œuvre suffisamment bonne fonctionne de la même façon. Elle n'est pas parfaite, il peut y avoir des maladresses, il peut y avoir des zones qui auraient pu être mieux traitées, mais elle dit quelque chose, elle existe, elle peut atteindre quelqu'un. C'est cette cible que vous devez viser. Ce n'est pas la perfection. Vous savez, là, on sort de la Coupe du Monde. La France a perdu contre l'Espagne. L'Espagne, je trouve en tout cas, a été meilleure que la France. La France a peut-être moins bien joué. Il y a eu aussi des décisions arbitrales plus ou moins contestables. Et ça, on s'en fout. C'est que on ne peut pas être parfait. Et les personnes qui vont voir, par exemple, le match de la France, en disant ah, mais là, ils n'ont pas été bons, et qui vont pointer un peu leurs faiblesses, ce sont très souvent des gens qui sont jaloux, des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Je pense aux journalistes, je pense aux gens, même aux supporters qui regardent et qui disent ouais, mais de toute façon, Deschamps, il a fait trop de temps, lui, il était nul, Mbappé ci, Mbappé ça. Euh, Ça, c'est des gens qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais vécu ce que c'était. Et qui vont s'arrêter sur des détails qui sont complètement débiles. En gros, c'est suffisamment bon, mais pas assez pour eux. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais là, c'est exactement la même chose. Quand vous faites une œuvre d'art, vous allez, ou même un roman, peu importe, ça s'appelle une œuvre, vous allez la sortir. Il y a toujours des gens qui vont dire ah, tu devrais faire ça, c'est suffisamment bon, mais tu devrais faire ça. Moi, j'aurais rajouté ci, et puis ça. Mais ta gueule, en fait. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Donc, il y a toujours des gens qui vont voir que le négatif, il faut le savoir, et qui vont se nourrir de ça. Mais il y a une grande majorité qui va voir également le positif et qui vont dire putain, c'est incroyable ce que tu as fait. Moi, je suis incapable de le faire. Moi, j'adore ça, etc., etc. Si l'œuvre est suffisamment bonne, elle va vivre et les gens qui sont bienveillants ne vous en tiendront pas rigueur. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Et on le voit dans le sport, on le voit dans le business, on le voit dans la partie artistique. Il y a toujours des mecs dans la globalité, j'entends des gens qui viendront vous faire chier et qui viendront pointer le petit truc qui ne va pas. Pour eux, parce que c'est leur propre perception à nouveau, hein. Pas forcément la vôtre, on s'en fout. Moi, j'ai des gens qui m'ont acheté des tableaux, ont adoré ce que je faisais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'auraient pas aimé et qui auraient dit oh, il manque un petit truc là, j'aurais plutôt fait comme ça. Voilà. Une nouvelle fois, ta gueule. Voilà. Vous pouvez leur dire ta gueule. Okay, donc, quand retoucher, du coup, ça devient destructeur. C'est important de le savoir. Il y a un point dans toute création où les retouches, à un moment donné, ça cesse d'améliorer et ça commence à détruire l'œuvre. En peinture, vous le connaissez sans doute, c'est le moment où vous avez trop peint par-dessus, où les couches, elles vont s'accumuler. Et du coup, ça perd un peu de sa fraîcheur originale. Le geste aussi, il se perd parce que vous avez fait des corrections successives. Et du coup, ben, je ne sais pas, l'œuvre, elle perd son énergie, elle perd sa spontanéité. Elle perd sa vie, en fait, quelque part. En écriture, c'est exactement pareil, je trouve. C'est le moment, en fait, où vous avez tellement reformulé de phrases que, quelque part, elle a perdu son naturel. Au départ, ça sonnait bien, puis vous avez retouché, nana, puis en fait, il faut que je revienne au début. Euh, Il y a un truc, voilà, vous perdez un peu cette voix-là. Et c'est ces moments de destruction, par excès, on va dire, par excès de retouche, qui sont pour moi les signaux les plus importants et qui vous disent que vous n'êtes plus dans le travail créatif, mais que vous êtes dans l'évitement. Si vous arrivez à identifier ça, c'est génial. Alors, qui est bien gentil que je vous dise tout ça. Maintenant, c'est comment on va faire? C'est quoi les exercices pratiques qu'il y a à faire? Comment on va développer votre boussole intérieure?
Premièrement, il va falloir séparer les phases de création et d'évaluation. Il va falloir définir vos critères de fin avant de commencer. Il va falloir aussi apprendre à lire les signaux de votre corps et fixer une date limite qui va être non négociable. Ça va être très important. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis de séparer les phases de création et d'évaluation? Parce que c'est l'une des causes principales de l'incapacité à terminer. C'est que beaucoup d'artistes et d'auteurs mélangent deux phases qui devraient être distinctes. C'est la création et l'évaluation. Quand vous créez, votre rôle, c'est de produire, d'explorer, de laisser venir. Et quand vous évaluez, votre rôle, c'est de regarder ce que vous avez fait avec un œil critique et décider s'il y a des ajustements à faire nécessaires. Et en gros, ça, c'est des modes mentaux qui sont complètement incompatibles. Ok. Parce que tenter de faire coexister en temps réel, c'est vous garantir d'être paralysé par le doute à chaque coup de pinceau, en fait. Et donc à chaque phrase écrite aussi, également. Donc, établissez des règles claires pour vous-même. Pendant cette session, je crée sans juger. Je n'évalue qu'à la fin. Et vous faites une pause entre les deux. Moi, je vous dis, je laisse, alors, en général, au moins 24 heures. Mais sinon, ça peut m'arriver de laisser une semaine avant de regarder l'œuvre à nouveau. Bah oui, c'est normal. Définissez vos critères avant de commencer, je vous l'ai dit. Cette toile, elle sera terminée quand j'aurai traité ça, ça, ça. Quand la composition sera équilibrée ou quoi. Okay, pas quand ça sera parfait. C'est pareil pour l'écriture. Le chapitre sera terminé quand les 3 scènes que j'ai planifiées seront écrites. Quand l'arc émotionnel, par exemple, du personnage sera clairement présent. Okay, et je vous invite d'ailleurs à télécharger, pour ceux qui écrivent, en dessous, dans la description de la vidéo, je vous invite à télécharger la fiche personnage et la fiche histoire qui sont totalement offertes et qui vont permettre de vous aider à développer votre histoire, à développer vos personnages. Et donc voilà, ça va être des critères qui vont vous donner une destination réelle, objective et atteignable, en fait, par rapport à ça. Je vous disais d'apprendre à lire les signaux de votre corps. C'est important. Ça fait un peu loufoque quand je dis ça. Mais le corps, il dit souvent des choses importantes sur votre travail. Et si vous apprenez à l'écouter. La première tension, elle mérite d'être écoutée. Elle signale, il y a peut-être quelque chose qui a travaillé, mais vous le sentez au fond de vous, ça, normalement. La seconde tension, c'est le signal que vous êtes arrivé au bout du travail créatif. Et là, que vous allez rentrer dans une sorte de résistance à l'exposition. Donc, à ce moment-là, continuer à retoucher, c'est plus du travail, c'est de la fuite. Donc, essayez d'identifier ces deux moments-là. Évidemment, fixer une date de limite non négociable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut sembler brutal, mais c'est souvent, je trouve, l'une des solutions les plus efficaces. Donnez-vous une date limite pour terminer, pas quand ce sera prêt. Une vraie date, inscrite quelque part. Et votre cerveau, vous inquiétez pas, il va faire le travail nécessaire. Les artistes et les auteurs qui travaillent avec des commandes ou avec des délais, eh ben, le savent bien, parce qu'on finit toujours, en fait, quelque chose quand on a une deadline. Et je le dis dans mon podcast OBT sur la gestion du temps, sur la productivité. Je viens démystifier un petit peu tout ça, mais justement, j'explique pourquoi. C'est important d'avoir une deadline, par exemple, dans le business, dans tout. Donc, vraiment créer cette contrainte-là, elle sera libératrice. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc, les exercices, c'est quoi? Il y a la règle des 3 sessions. Par exemple, pour la peinture, donnez-vous exactement 3 sessions de travail, pas une de plus. Notez éventuellement par écrit ce que vous voulez explorer, ce que vous voulez exprimer. Euh, c'est ça qui va être intéressant. On s'en fout de la technique, si vous voulez. On est vraiment dans le ressenti. Et à la fin de la 3e session, la toile, elle est terminée. Et si vous pensez qu'il manque quelque chose, c'est pas grave. Même si vous n'êtes pas, vous, satisfait de votre toile, ça, c'est un exercice qui va vous forcer à faire des choix, à accepter l'imperfection et surtout à comprendre, en fait, que vous avez réellement accompli en 3 sessions, sans l'illusion qu'une session de plus, en fait, aurait tout changé. C'est ça le truc. Exercice numéro 2, vous pouvez, notamment pour l'écriture, avoir ce qu'on appelle un premier lecteur imposé. Ça peut être la même chose pour la peinture, un premier spectateur, entre guillemets. Donc, engagez-vous auprès d'une personne en qui vous avez confiance et qui a de la bienveillance, évidemment, pas le mec qui va vous casser. Vous lui enverrez le premier chapitre de votre texte, par exemple, dans exactement 2 semaines. Voilà. Et ce sera pareil, pas quand vous serez prêt, dans 2 semaines. Peu importe l'état du texte. Et là, vous avez un engagement intérieur, c'est une vraie contrainte. Vous allez voir que vous allez être surpris de votre créativité. Exercice numéro 3 que je vous invite à faire, c'est faites l'inventaire de toutes vos œuvres inachevées. Faites la liste de tout ce que vous considérez comme non terminé,
ce soit des peintures, des fichiers dans votre ordi, des carnets, etc., de dessins, des photos, peu importe. Et posez-vous la question honnêtement, est-ce que je travaille encore dessus ou est-ce que j'évite de la terminer? Ça, c'est un exercice qui peut être hyper intéressant, hyper puissant pour vous. Et la réponse pour lesquelles vous allez avoir bah, j'évite, etc., et ben, ça mérite une décision qui va être tranchée. Soit vous leur donnez une date de fin concrète, comme on a vu, soit vous les archivez officiellement en disant c'est terminé. C'était un travail d'exploration et basta. Les deux décisions sont valides. Okay, mais vous ne revenez plus dessus. À partir du moment où vous avez dit OK, c'est de l'exploration. OK. Exercice numéro 4. La comparaison avant-après avec une distance temporelle. On en a parlé juste avant. Prenez une œuvre que vous avez terminée, mais une œuvre que vous avez terminée il y a au moins, allez, j'ai envie de dire entre 3 et 6 mois, que vous avez déjà exposée ou publiée ou simplement montré à quelqu'un. OK. Regardez-la aujourd'hui, pas pour la juger sévèrement, mais pour mesurer l'écart entre ce que vous pensiez à l'époque et ce que vous voyez maintenant. C'est hyper intéressant. C'est un exercice hyper puissant. La plupart du temps, vous allez constater deux choses. Premièrement, que l'œuvre est meilleure que vous ne le pensiez, à l'époque notamment, parce que la distance temporelle, en fait, elle va dissoudre l'anxiété. Deuxièmement, euh, même si elle a des perfections visibles aujourd'hui, des imperfections, pardon, visibles aujourd'hui, elle a quand même accompli quelque chose. Elle a existé, elle peut être touchée par quelqu'un, elle fait partie de votre progression. Et c'est exactement ce que vos œuvres actuelles feront dans 6 mois. Vous les terminez et les montrez. Après, vous pouvez raccourcir, passer à 3 mois, 2 mois, 1 mois. Essayez cet exercice. Exercice numéro 5, le dernier. Pour votre prochain travail, choisissez un seul critère. Un seul. Pas une liste de conditions à remplir, un seul critère. Le plus important pour cette œuvre spécifique. Pour une toile abstraite, par exemple, ça va être est-ce que cette toile va, je ne sais pas moi, créer de l'émotion, l'émotion que j'avais en tête, par exemple. Peu importe l'émotion. Pour un chapitre, ça pourrait être est-ce que le lecteur comprend ce que ressent mon personnage, par exemple, à la fin de cette scène. Et quand, en fait, la réponse à cette unique question, c'est un oui, l'œuvre est terminée. Vous pouvez avoir d'autres observations, d'autres, ah, j'aurais pu. euh, mais si le critère principal est rempli, vous fermez le fichier et basta. Vous voyez? Alors, je vais conclure. L'objectif, ça va être de décider, pas d'atteindre. Ne pas savoir quand une œuvre est terminée, c'est pas un problème technique, je vous l'ai dit, c'est pas le signe que vous n'avez pas encore assez appris, c'est simplement le signe que vous confondez la fin d'une œuvre avec sa perfection. Et que cette confusion, elle vous protège inconsciemment du moment où vous devrez montrer et accepter qu'elle existe dans le monde avec ses imperfections. La vraie compétence à développer, c'est pas de savoir comment terminer une œuvre, c'est d'accepter que terminer est une décision que vous prenez, pas un état que vous atteignez. Et les artistes qui avancent et qui progressent, construisent une œuvre au fil du temps, ne sont pas ceux qui font des œuvres parfaites, je vous l'assure. Ce sont ceux qui savent terminer, montrer, avancer et recommencer. Alors vraiment, la prochaine fois que vous vous demandez si c'est terminé, posez-vous la question différemment. Est-ce que je retouche parce que c'est nécessaire à l'œuvre ou parce que j'ai peur de la montrer? J'espère que ça vous aura aidé à réfléchir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.